Bonsoir, bonsoir à toutes. Pour ce live, je crois qu'il est à peu près 20 heures. J'espère que vous m'entendez. Pour l'instant, je ne sais pas si la technique fonctionne, mais j'espère que, j'espère que ça marche parce que j'ai une petite organisation technique qui fait que je passe pas immédiatement par le Facebook Live, mais que je passe par une autre application donc, qui me permet de vous parler via Facebook. J'espère que ça fonctionne. Alors, pour celles d'entre vous qui seraient peut-être déjà là, si vous pouvez me dire si vous m'entendez, si ça marche. Super, coucou Laure. Est-ce que tu pourrais me dire si tu m'entends? Si tu vois ma tête et puis tu m'entends? Si ça fonctionne tout ce que j'ai mis en place pour ce live de ce soir. Yes, ça marche. Bah, fantastique, merci. Merci. Alors les autres femmes vont arriver peu à peu. J'imagine qu'on sera plutôt entre femmes ce soir. En tout cas, bienvenue. Euh, et merci de participer. Alors c'est mon premier live, mais génial. Coucou, coucou Virginie. Super, ça marche. Ben super, alors ce soir, vous savez de quoi on va parler, hein. On va parler d'endométriose, entre autres. Coucou Catherine. Oui, on va parler d'endométriose, on va parler de guérison, de rémission, de rechute, du processus de guérison, de tous ces thèmes-là. Parce qu'en fait, je reçois beaucoup de demandes de femmes, euh, de questions concernant le processus de guérison. Il y a pas mal de femmes qui me contactent, en plus de mes accompagnements thérapeutiques, et qui me disent, mais écoute, je comprends pas, moi j'ai une alimentation tout bien comme il faut, je fais du yoga, de la méditation, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie, en plus j'ai un super job, et puis je suis toujours malade. Et puis il y en a d'autres qui me disent, ben ouais, écoute, moi je crois fortement à la guérison, mais j'ai l'impression que c'est pas pour moi, quoi. J'ai l'impression que c'est les autres qui vont guérir, mais moi j'y arriverai pas. Et puis il y en a qui me disent mais j'ai une rechute, je comprends pas, ou j'arrive pas à avoir un enfant, ou ça se passe mal, ça se passe pas comme je le pensais. Et ce sont des femmes qui sont tout sauf dans la victimisation. Bonsoir Alexia. Donc ce sont des femmes qui sont vraiment sur un chemin de questionnement, de compréhension. Et donc j'avais besoin ou envie de vous apporter des éclairages sur évidemment ma façon de voir les choses. Hein, c'est ma façon propre de voir les choses, qui est bien sûr basée sur ma propre expérience, puisque je connais bien cette maladie qu'est l'endométriose, ayant moi-même souffert dans ma chair au plus profond, hein, de ma chair, puisque j'ai souffert d'une endométriose de stade 4, une endométriose profonde qui m'a amenée, qui m'a mise à terre, littéralement mise à terre à l'âge de 35 ans. Seulement, alors qu'il y avait bien sûr bien entendu déjà des signes auparavant, mais que j'ai bien réussi à mettre sous le tapis grâce à la pilule et que je n'ai pas voulu entendre et comprendre. Et j'ai été mise à terre à l'âge de 35 ans suite à un gros chagrin d'amour qui a fait que j'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds, mais rien n'allait en réalité dans ma vie. Et j'étais déjà en quête de moi-même, j'étais déjà en quête de sens au niveau personnel, du développement personnel, spirituel. Et vraiment là, ça a été une bombe qui a atterri dans ma vie d'une façon violente, extrêmement violente, puisque moi je me suis retrouvée à chaque fois aux urgences, tous les mois j'étais aux urgences, au moment de mes lunes, de mes règles, et j'ai subi des opérations d'urgence à chaque fois avec le premier chirurgien venu, des opérations terribles, hein, puisque c'était de très longues opérations où il a fallu intervenir au moment de mes lunes, donc le pire moment pour intervenir. J'ai fait une péritonite une fois, j'ai failli mourir. Et donc ça a généré du désespoir, de l'impuissance, qui m'a amené vraiment au plus profond de moi-même, qui m'a obligée, en fait il y avait une flamme de vie, il y avait une partie de moi qui se disait soit tu comprends, soit tu crèves, quoi. C'était ça. Euh, et donc j'ai encore plus cherché, j'ai eu besoin d'investiguer, de comprendre ce que ça signifiait pour moi. J'ai cherché, j'ai fait des stages, je me suis formée dans tout ce que je pouvais, à côté de ma vie que je maintenais quand même euh,
dans sa médiocrité, il faut bien le dire, mais j'osais pas quitter mes zones de confort. Et puis à l'âge de 38 ans, j'ai rencontré enfin un homme avec qui m'engager. Et là, tout a basculé parce qu'il m'a poussée aussi à me confronter. Il m'a beaucoup confrontée par rapport aux zones de confort, à la zone de confort dans laquelle je me maintenais. Et je vous avouerai que j'étais tout le temps malade, hein, je continuais d'avoir des rechutes. Et là, j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné. Mon job bien payé, mon lieu de vie, j'ai tout changé pour me mettre sur ma voie, pour me mettre sur le chemin de mon âme, comme je dis, donc pour me mettre réellement sur le chemin de guérison. Et ça a été un travail sur mes croyances, un travail acharné qui m'a amené à ce que moi j'appelle une guérison. Alors je vais vous décrire bien sûr ce que j'entends par guérison. Et qui m'a amené à cette maternité tant désirée, puisque à l'âge de 41 ans, je suis tombée enceinte, hein, en même pas 2 mois. J'ai eu 2 mois dans ma vie pour tomber enceinte. Ça, c'est quelque chose qui paraît aussi très bizarre. Hein. Avant 38 ans, je n'étais pas dans des relations qui me permettaient d'avoir un enfant, même si j'en avais très envie. Et ensuite, j'étais tout le temps à l'hôpital, j'étais tout le temps sous hormones, donc j'ai pas l'opportunité de tomber enceinte. Et à 41 ans, quand la gynécologue m'a dit et nous a dit, ben, de toute façon, madame la FIV, laissez tomber, hein, voilà, parce que vous n'avez plus d'ovocytes, toutes ces opérations vous ont détruit, hein, votre ventre. J'étais dans un état inflammatoire critique, ben voilà, j'avais plus d'espoir, même la médecine ne voulait pas me soutenir. Et en fait, je me suis dit, ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, plus jamais je prendrai des hormones. Et je suis tombée enceinte, j'ai eu 2 mois et je suis tombée enceinte. Mais après tout ce chemin, ce processus de guérison sur lequel j'aimerais entrer ce soir avec vous pour voir ce que ça signifie. Donc aujourd'hui, ben, j'accompagne les femmes sur ce chemin de guérison par rapport à ce que j'ai compris. J'accompagne les femmes dans des cercles, des ateliers autour du féminin sacré. Et on part toujours d'un féminin blessé. Parce que le féminin blessé peut se manifester au travers d'une maladie gynécologique, mais pas que. On a toutes les femmes de ce monde un féminin blessé et un masculin blessé aussi. Et même les hommes ont un féminin blessé. La terre va mal. Il y a beaucoup de féminins à guérir. Et finalement, on a toutes une voie différente. Alors certaines ont choisi la maladie, hein, d'autres une autre voie. Donc j'accompagne aujourd'hui ces femmes au plus près de ce qu'elles sont vers une renaissance, parce que finalement, pour moi, le chemin de guérison, c'est une renaissance. Coucou Julie. Donc voilà pour ma vision des choses, et aujourd'hui j'accompagne des femmes qui souffrent d'endométriose, mais ce que je vais vous raconter ce soir peut concerner des femmes qui ont d'autres maladies. J'accompagne aussi des femmes qui souffrent de cancer du sein, cancer de l'utérus, donc tout type de maladies finalement lourdes ou auto-immunes peuvent être concernées par ce que je vais vous raconter. Alors tout d'abord, j'ai envie de clarifier certaines choses. Mon regard sur la guérison est un peu un regard d'aigle, que je vais vous présenter en tout cas ce soir. C'est comme si je me mettais à distance en fait, parce que ce clivage entre on croit à la guérison, on ne croit pas à la guérison, c'est un moyen d'entretenir la dualité qui ne me convient pas. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, il y a ces femmes qui ont besoin de clarification, qui croient à la guérison et qui se disent « mais moi, j'y arrive pas ». Puis il y a toutes celles qui, dès qu'on émet l'hypothèse que la guérison est possible, deviennent super agressives et entrent dans une colère, une rage, hein, par rapport à celles qui parlent de guérison. C'est comme si le mot guérison était tabou, en fait, était dangereux. Comme si le fait que certaines puissent éventuellement guérir mettait en danger ou rendait coupable celles qui n'y arrivent pas peut-être. Et alors ça, évidemment, c'est une attitude que je ne vais pas défendre. Comme je vous ai dit, moi j'ai ma position, j'ai mon point de vue, hein, tout le monde ne doit pas partager. Mais ce que j'ai envie de poser directement, et ça ne va pas être le sujet de ce soir, mais c'est un aparté, c'est quand même quelque chose d'important pour moi, c'est que de prétendre que la guérison n'est pas possible, n'est absolument pas possible, c'est irrationnel. Pour la simple et bonne raison que s'il y a même une seule personne au monde qui arrive à guérir, selon ce que vous définissez comme guérison, c'est-à-dire l'absence de symptômes, et puis
rien de visible, pas de lésions visibles aux examens médicaux existants, eh bien, cette affirmation est fausse. Par ailleurs, de prétendre que la guérison n'est absolument pas possible, c'est dénué de tout fondement scientifique. J'ai moi-même travaillé comme collaboratrice scientifique en faculté de médecine, et je sais quand même comment fonctionne la recherche. La recherche scientifique émet des théories qui sont totalement et constamment démontées. C'est-à-dire que les théories d'aujourd'hui seront démontées demain. En fait, c'est un peu comme des Legos. On construit et puis on démonte. On n'a pas toujours su ou cru que la Terre était ronde, je vous rappelle. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de fondement à totalement effacer l'idée d'une guérison possible. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, je vous dirais quelque chose d'un peu plus cynique. La pharma-industrie est sur le coup, et tout cela est un business bien juteux, que cette maladie, qu'est l'endométriose, les cancers, c'est la même chose d'ailleurs. Donc, il y a du monde sur le coup là. Et ils ne vont pas nous abandonner en si bon chemin. Hein. Vous en faites pas tous, toute possibilité de se faire de l'argent est bienvenue pour les entreprises pharma. Donc peut-être que dans quelques années, qui sait, il y aura cette pilule miracle qui va permettre d'éliminer les symptômes. J'ai pas dit guérir la maladie, mais qui vont éliminer les symptômes. C'est possible, hein. Alors on ne peut pas l'exclure. Ça veut dire qu'une guérison sera, selon la définition que vous en donnez, peut-être possible. D'ailleurs, moi je suis constamment, c'est une petite note comme ça, un peu rigolote, je suis constamment sollicitée par des entreprises de pharma, enfin c'est de la pharma naturelle, on dira, qui me contactent via mon blog et puis via ma page, mon site internet, peut-être que Julie est aussi concernée par ça, et qui me proposent en fait leur pilule miracle. Alors c'est des produits à base de plantes, hein, souvent c'est naturel, mais enfin c'est quand même soi-disant la pilule miracle qui est censée, que je suis censée vendre à mes clientes, à mes patientes, pour les aider à trouver le chemin de la guérison. Alors bon, moi j'adhère pas à cette façon de faire parce que c'est pas ma vision. En tout cas, c'est pas mon job, c'est pas de cette manière-là que j'accompagne les gens. Donc, j'entre pas là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'on pense à nous du côté de ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent. Donc, tous les espoirs sont permis pour celles qui veulent croire très fort à une solution de l'industrie ou de la médecine allopathique. Donc, voilà pour le petit aparté. Et puis, encore une chose par rapport à cette guerre qui est menée entre les camps. Je ne crois pas à la guérison, je veux guérir. Ce côté guerrier est totalement nocif. Hein. Les femmes qui se mettent en guerre quand elles croient à la guérison, je vous conseille de faire attention, d'une part, et je pense qu'on sera toutes d'accord, parce que notre système immunitaire a besoin de force, a besoin de ressources. Et on sait bien que le stress est nocif dans le cadre d'une maladie auto-immune, d'une maladie telle que l'endométriose. Donc, tout ce qui amène la colère, de l'agression, eh bien, c'est pas propice à la santé. Et d'autre part, cette guerre est nuisible pour nous toutes, et ça, c'est vraiment un point important, parce que quand on souffre d'une maladie gynécologique, et en particulier de l'endométriose, ce qui nous est demandé, notamment, c'est de retrouver un lien sain avec les femmes, donc cette notion de sororité, dénuée de toute rivalité, dénuée de tout jugement, de tout combat. Et on a beau croire qu'on est toutes sœurs, on a toutes à balayer devant notre porte, parce que c'est implanté en nous ce combat, cette compétition. Et on doit réapprendre à vibrer ensemble, à se soutenir d'une manière constructive, à co-créer ensemble. Donc ne nous faisons pas la guerre, arrêtons la chasse aux sorcières et partageons nos avis, nos opinions, nos visions des choses d'une manière douce. Voilà, ça c'est ma proposition. Bon, je vais en venir au cœur de mon sujet, l'endométriose, la guérison, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est possible selon ma vision. Alors, il y a quelque temps de ça, j'avais écrit sur mon blog Voix de Femme un article qui s'intitulait Au-delà de la guérison. Peut-être que vous l'avez lu. Et puis j'avais aussi écrit un article pour une revue qui s'appelait La guérison, un faux débat. Donc en fait, dans ma vision des choses, vouloir absolument guérir, peu importe la maladie d'ailleurs, c'est prendre les choses par le mauvais bout. Donc voilà. C'est-à-dire, je m'explique. On a tous, bien sûr, quand on souffre, et puis je sais de quoi je parle, hein, parce que moi c'était des douleurs 24 heures sur 24, constamment, hein, avec l'endométriose,
On a évidemment un droit légitime à vouloir se sentir mieux dans son corps, à trouver des solutions pour se soulager. Ça, c'est notre droit divin et c'est même sain de chercher des solutions pour aller dans ce sens-là. Mais attention, s'il y a un bug dans le corps, c'est bien qu'il est là pour une bonne raison. Et en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu dans la vision occidentale des choses, c'est qu'on cherche toujours un résultat. En fait, quand on pense à la guérison, la plupart d'entre nous, on veut aller mieux. En fait, on ne veut pas ressentir la souffrance. C'est-à-dire, en fait, on aimerait, si possible, trouver cette pilule miracle et mettre les choses sous le tapis et très rapidement passer à autre chose. Alors c'est possible quand on a une petite grippe, hein, c'est mon cas, je suis grippée. Je vous avouerai qu'avant ce live, j'ai pris un médicament pour être mieux avec vous. Donc voilà, j'ai fait appel à la médecine allopathique, ce que je ne fais pratiquement jamais dans ce cas de figure. Mais parfois, oui, parfois on a besoin d'être au top de sa forme. Et puis, bon, voilà, il y a des médicaments. Mais ça, c'est mettre les choses sous le tapis, mais enfin, c'est une petite grippe qui va passer. Mais quand on souffre d'une maladie chronique et qui est multifactorielle comme l'endométriose, s'imaginer qu'on va pouvoir mettre les choses sous le tapis, c'est assez vain en fait, c'est illusoire, vous voyez. En fait, c'est comme si, en fait, on ne tolérait pas l'idée qu'on ait une faille, une blessure dans notre société occidentale. Or, il y a une femme qui a écrit un livre magnifique que je vous conseille, Jacqueline Kerlon, qui s'appelle « La divine blessure ». Moi, je parle de ma divine blessure. Et elle se base sur la mythologie pour parler de ça, des héros grecs et romains. Parce que derrière cette faille, il y a un cadeau, il y a quelque chose, il y a des ressources. Et en fait, nous, les Occidentaux, on aimerait en fait, vraiment, on aimerait que ça aille mieux sans changer quelque chose fondamentalement, en fait, sur le fond. On aimerait que, bon, les changements de surface, ça va, ça passe. Et puis, ce que j'entends par changement de surface, c'est à la limite un changement d'alimentation, un petit peu de yoga par-ci, par-là, ça passe encore. Mais en fait, on aimerait cette baguette magique qui va nous faire, hop, changer la donne, et puis, ouh, je me sens mieux, tout va bien. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En tout cas, selon mon expérience. Alors, ça peut peut-être se passer comme ça pour certaines, tant mieux. Mais c'est souvent pas comme ça que ça se passe. En fait, pour moi, le corps, il se trompe jamais. Le corps est infiniment sage et aimant. Et en fait, quand il nous envoie des messages, même si c'est au travers de la douleur, il nous envoie des signaux d'amour. En fait, il me donne l'opportunité de dépasser quelque chose, de revenir à moi-même, de comprendre quelque chose, d'aller en profondeur en moi. Et vraiment, c'est cette âme qui retourne en elle, dans ce temple qu'est le corps. Et parce qu'en fait, ce corps, il ne m'envoie pas des messages pour rien. Ça, j'en ai déjà parlé maintes fois dans des vidéos, et d'autres femmes le font bien sûr. Mais lorsque on a une maladie qui vient s'ancrer comme ça dans le corps physique, le corps physique, c'est le dernier endroit où elle s'ancre. C'est-à-dire que la maladie, elle a commencé ailleurs. Elle a commencé dans les corps subtils. On a des corps énergétiques, des corps subtils, et c'est là qu'elle a commencé. Il y a le corps émotionnel, spirituel, mental, et il y a toute notre aura qui est imprégnée de la maladie avant même qu'elle s'ancre au niveau physique. Quand c'est dans la densité, eh bien ça veut dire qu'elle a traversé tous les corps, déjà. Hein. Donc, en fait, ça veut dire pour moi que quand on a des symptômes, alors là j'y viens, ce n'est pas la maladie en tant que telle, c'est la conséquence de la maladie pour moi, les symptômes. C'est-à-dire que quand il y a le symptôme, en fait, le corps est déjà en train de chercher une solution pour se guérir, en fait. Ça, c'est ma vision des choses. Donc, ce qui veut dire que quand les symptômes disparaissent, c'est pour moi, hein, c'est pas ça le moment de la guérison, forcément. C'est le bénéfice secondaire, on pourrait dire, de la guérison. C'est-à-dire la guérison vient avant, se passe sur un autre plan. Et la disparition des symptômes, c'est la conséquence favorable de ce processus, parce que c'est un processus. Donc au départ, on a des messages qui nous arrivent via des émotions, des croyances, souvent toxiques. Et puis parfois on en a conscience, alors on peut peut-être changer ça en thérapie ou soi-même parfois. Puis parfois on n'en a pas conscience parce que ce sont des messages de l'inconscient
qui parle de blessures profondes, de notre histoire, d'histoires parfois plus lointaines, de nos lignées. Et puis elle s'imprègne, on baigne dans ces émotions, on baigne dans ce jus qu'on ne connaît rien d'autre, donc on baigne là-dedans en fait. Hein. Et puis on s'en rend pas compte, moi c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant des années, hein. Jusqu'à l'âge de 35 ans je baignais là-dedans, et pourtant je travaillais déjà sur moi, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était profond et à quel point je niais des parts de moi. Et si on ne les écoute pas, ça peut devenir des mots physiques, donc MAUX. Hein. Donc, vous connaissez le jeu de mots, hein. Ce ne sont pas des mots qui sont dits, ils deviennent maudits, hein, malédiction. Et ces messages, ils sont reliés au cheminement de notre âme, en fait. Et ce qu'elle est venue apprendre, dépasser dans cette incarnation. Donc, voilà, vous voyez directement là où je veux en venir. Pour moi, il y a une composante spirituelle dans le cheminement de guérison, en fait. La guérison, à mon sens, hein, se situe avant tout sur un plan spirituel. Donc, parce qu'on est des êtres spirituels incarnés dans un corps, incarnés dans la matière. Une âme dans un corps. Et du coup, le travail qui nous est demandé, alors ce que je vous dis, hein, c'est basé sur ma propre expérience, donc c'est pas des inventions qui viennent de nulle part, c'est vraiment mon processus de guérison à moi et ce que je propose aux femmes et ce que je constate qui marche. Hein. C'est ce qui nous est demandé pour la plupart d'entre nous, quand la maladie est très implantée, c'est d'aller guérir justement ces blessures de l'âme, c'est de nettoyer toutes ces blessures, souvent inconscientes, de tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, qu'on n'a pas digéré. Hein. D'ailleurs, moi, ça se manifestait l'endo surtout au niveau digestif. Je sentais une inflammation énorme. Donc, ça concerne quand même le ventre, hein, le ventre étant le siège des émotions. L'inflammation, c'est de la colère, beaucoup de colère, de la tristesse. Et puis, il faut regarder tout ça avec courage. Et ça, c'est pas évident. Donc, il y a apaiser tout ça. C'est ça qui nous est demandé dans le processus de guérison. Et puis, concrètement, il s'agit de mettre en place ensuite des choses dans sa vie, des mesures pour devenir soi-même, en fait. Hein. C'est-à-dire se mettre dans sa mission de vie, mais la mission de vie, c'est pas seulement une mission professionnelle, c'est aussi une mission personnelle. Donc, dans quel type de relation est-ce que je veux vivre, etc. En fait, hein, c'est sa mission. Et en fait, quand on pose des actes, en fait, on pose des actes vers la vie. On se dirige vers la vie. Or, les femmes, nous sommes porteuses du souffle de vie. Les prêtresses, en des temps reculés, celles qui étaient détentrices du savoir sur le féminin sacré, étaient porteuses de cette connaissance du souffle de vie. On porte ce souffle de vie, la connaissance innée du cycle de la vie et de la mort qui se représente chaque mois au travers de notre cycle, bien sûr. Et que lorsqu'on souffre d'une maladie quand même qui est une forme d'autodestruction, parce que pour moi, hein, l'endométriose, ça se développe de la même façon que les cellules cancéreuses, d'une certaine manière. C'est une énergie de destruction, d'impuissance, de mort. Ce qui nous est demandé avant tout, c'est d'aller dans une énergie de vie, d'aller vers cette vie. Et pour aller quand on se met dans ce processus, pour aller vers cette vie, on retrouve celle que moi j'appelle sa chamane intérieure, sa guérisseuse intérieure. Celle qui a le potentiel guérisseur, le potentiel de s'accompagner elle-même sur ce chemin-là, parfois bien sûr aussi avec l'aide d'autres personnes, mais ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, hein. On ne retrouve pas sa chamane intérieure comme ça. C'est un travail, c'est un processus d'élévation de conscience. C'est pour ça que je parle vraiment d'un travail spirituel. Donc la guérison, c'est un travail en partie thérapeutique, hein, nettoyer, libérer. Et puis spirituel, c'est un travail qui commence à l'intérieur. Donc quand je dis l'intérieur, il y a bien sûr le corps, mais il y a l'intérieur, il y a l'âme, il y a tout ça. Et ça ne suffit pas de comprendre. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endo, qui sont très intelligentes, mais qui sont aussi beaucoup dans le mental. Et moi j'en faisais partie, je comprenais tout, j'analysais tout. Sauf que le corps n'avait absolument pas intégré. Le corps n'était pas vivant, ne vibrait pas de cette connaissance. Donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment que tout ça s'intègre. Et je vais vous citer une femme qui a plein de sagesse. C'est une américaine, une maître spirituelle américaine, Leslie Temple Thurston, qui dit
quand on ne connaît pas ou peu le principe selon lequel on change l'extérieur en changeant l'intérieur, on doit vivre dans le monde physique les expériences qui sont les conséquences de nos désirs et de nos peurs. Donc vous voyez, tout commence vraiment par l'intérieur. Tout commence par l'intérieur. Et ce que j'ai constaté, c'est que le moment où les femmes peuvent dire, alors là je vous parle de d'une expérience personnelle, ce que j'ai vécu dans mon chemin de souffrance, mais aussi de guérison et de ce que je constate chez les femmes que j'accompagne, c'est que le moment où elles me disent, écoute, même si je dois vivre toute ma vie avec des symptômes, c'est ok. Même si bien sûr j'aspire à ne plus avoir de symptômes, hein, on est d'accord, on n'a pas besoin là de tergiverser sur ce sujet, mais je suis ok. Du moment que j'ai compris le sens, maintenant j'ai compris le sens, je suis dans un accueil de cette maladie. Ça veut dire que la femme, à ce moment-là, souvent, elle a retrouvé sa mission personnelle, sa mission peut-être professionnelle, et elle est en rémission. Pour moi, la rémission, c'est ça. J'ai retrouvé ma mission d'âme. Et là, souvent, comme par hasard, les symptômes disparaissent, ou du moins s'apaisent, s'atténuent. Et je vois vraiment, j'expérimente ça en séance, où il y a des moments extatiques pour certaines femmes, où tout à coup on se rend compte, par exemple, que le cœur et le ventre ne font plus qu'un. Il y a de l'amour partout. Et là, waouh! Ou d'autres femmes sentent tout à coup une puissance lors d'une séance, une puissance qu'elles n'ont jamais vécue auparavant. Elles se reconnectent à cette puissance et waouh, il y a des larmes de joie qui coulent parfois dans leurs yeux, dans mes yeux, parce que je me dis waouh, il y a quelque chose qui est gagné. Je sais au fond de moi que quoi qu'il arrive, le processus est enclenché. Et ça, ce sont des moments évidemment, ce sont des moments cadeaux. Mais avant que le chemin de guérison puisse s'enclencher, dans ma vision des choses, il faut pendant un certain temps accepter cette faille, cette blessure, cette divine blessure. Et ça, c'est pas évident. Il s'agit de contempler sa blessure, accepter la faille, sans s'y complaire. Coucou Sophie, je vois pas tout le monde, je vous avais pas vu, bonsoir les filles. Donc cette première phase qui consiste à contempler sa blessure, c'est une phase qui est assez peu commune parce que souvent en thérapie, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye très rapidement d'évacuer le problème. Alors moi j'ai compris dans mon propre cheminement thérapeutique que c'était ça, il y a des éléments qui manquaient dans mes accompagnements thérapeutiques qu'on m'a proposé à moi, c'est qu'on voulait mettre aussi sous le tapis rapidement le problème. Et moi c'est pas ce que je fais quand j'accompagne. Parce que cette blessure, c'est comme un petit enfant qui pleure. Cette endométriose, c'est un enfant qui pleure et on apprend à dialoguer avec cette maladie. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident quand les douleurs sont insupportables, quand l'épuisement est accablant, quand on a juste une envie, c'est que tout s'arrête. Alors je comprends. Et accepter, ça ne veut pas dire se résigner. C'est pour ça que parfois je préfère utiliser le mot accueillir. Comme on accueillerait un autre chez soi, comme on accueillerait quelqu'un, un ami, même un étranger, temporairement, ou peut-être, on ne sait pas pour combien de temps. Et puis être capable de dire merci, être capable de voir le cadeau avant même de l'avoir reçu. Alors ça, c'est justement tout un chemin pour la plupart d'entre nous. C'est pas évident, c'est un sacré défi. C'est peut-être aussi un défi sacré. Et c'est peut-être à ce moment-là, quand on sent ça, qu'on se met vraiment en lien avec le sacré et avec cette dimension spirituelle de la vie. Parce que tout est sacré, et même la maladie. Et c'est vrai que c'est difficile parfois à vivre, à comprendre, à entendre, surtout avec la tête. Coucou Mélanie. Mais c'est ça, accepter, accueillir pour un temps. Et aussi accepter que le processus de guérison n'est pas linéaire.
qui a des hauts et des bas. Alors, mon amie Julie Turcotte parle extrêmement bien de ça. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, sur les crises de guérison. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est ce que je dis toujours aux femmes, c'est que le programme endométriose, si on parlait de programme un peu comme une machine, comme un programme informatique, il ne s'est pas installé du jour au lendemain. En général, quand les femmes viennent à moi, elles ont 30, 35 ans, peut-être 40, et le programme, à mon sens, il est là déjà depuis longtemps, depuis que l'âme s'est incarnée. Mais en tous les cas, il fonctionne, ce programme endométriose, depuis l'adolescence. Parce que de toute façon, il y a toujours eu un bug entre le passage de la petite fille à l'adolescente et à la femme adulte, ça c'est évident, c'est des passages à travailler. Et imaginez l'âge que vous avez, 30 ans, 35 ans, si vous avez vos premières lunes à l'âge de 12 ans, calculez le nombre d'années que votre corps a intégré ce programme qui n'est endométriose, donc une façon, disons, nocive pour vous, pour le corps de fonctionner, mais qu'il a intégré pour diverses raisons. Chaque cycle, chaque mois. Donc, pour renverser la machine, eh bien, il faut parfois un peu de patience, parce que ça ne se fait pas forcément, comme je le disais, d'un coup de baguette magique. Alors, c'est possible, hein, moi j'exclus rien du tout. Pour moi, le potentiel de guérison est là, et à chaque instant, tout le monde peut guérir. Bonsoir Chloé. Mais ceci dit, donc c'est pas linéaire. Et moi j'aime bien l'image de la forêt en feu, de l'incendie. Imaginez, parce que ça me parle beaucoup l'image du feu, et moi quand j'étais malade, je voyais un volcan dans mon ventre. Je ne sais pas si ça vous parle, l'idée du volcan, l'idée du volcan en feu ou de la forêt en feu. Alors imaginez un incendie l'été, je ne sais pas, en Californie, dans un pays du sud. Alors il faudrait qu'on ait des pompiers parmi nous, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup de pompiers, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un feu, un gros incendie? Eh bien, j'imagine, enfin c'est comme ça que je vois les choses, que la première des choses à faire, c'est qu'on évite que le feu se répande. Donc on essaye de contenir le feu déjà, hein, première des choses. Ensuite, on va éteindre le feu. En tout cas, on va essayer d'éteindre le feu. Selon l'étendue des dégâts, ça peut prendre du temps, c'est pas forcément facile d'éteindre le feu. Et puis ensuite, on a une forêt en friche, donc peut-être qu'il faudra enlever des mauvaises herbes, des arbres, peut-être nettoyer cette forêt quand même. Hein. Et puis une fois qu'on a nettoyé la forêt, qu'est-ce qu'on fait? Soit on peut laisser le temps à la nature de refaire les choses, et puis si on veut que d'autres types de plantes repoussent, des plantes peut-être plus saines, eh bien il va falloir planter de nouveaux arbres. Et ça, c'est encore une étape. Donc le processus de guérison, pour moi, il se manifeste de cette façon-là. D'abord, on va éviter que le feu se répande, donc on va calmer. On va faire en sorte que le corps comprenne qu'il peut fonctionner autrement, qu'il y a d'autres façons de faire. Donc ça voudra dire nettoyer, éteindre tout ce qui l'alimente, éteindre les émotions, aller nettoyer, vider, lâcher. Celles qui travaillent, on travaille avec moi, savent ce que je fais. On va nettoyer, vider et se libérer de tout ce qui est là, dans le ventre, toutes ces couches-là, pour pouvoir libérer un maximum. Alors ce sont nos émotions, tout ce qu'on a vécu, à nouveau le transgénérationnel, les mémoires aussi karmiques, parfois plein de choses. Pour à un moment donné pouvoir planter de nouvelles graines. Et on plante de nouvelles graines en adoptant des nouveaux comportements, on éteint le feu, on met du renouveau après que le feu est vraiment éteint. Donc, oui, c'est vraiment un processus qui est naturel finalement. C'est un processus naturel, la guérison, mais qui n'est pas instantané, qui n'est pas, en tout cas dans ce que moi j'ai constaté, miraculeux et immédiat forcément. Donc attention au découragement, parce qu'il y a des allers-retours quand on est sur ce chemin de guérison. Et puis parfois on a la sensation de revenir en arrière. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va toucher des couches toujours plus profondes. C'est vraiment comme l'oignon qu'on pèle. Et d'ailleurs, c'est vraiment quand on a suffisamment creusé qu'on peut faire face à nos grosses blessures. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes très conscientes, qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles, se retrouvent tout à coup avec une maladie comme ça. Moi, c'était mon cas. J'avais déjà beaucoup travaillé sur moi. J'étais déjà sur un chemin spirituel. Et la maladie n'est pas apparue avant.
Pourquoi? Parce que sans doute que ma vie spirituelle et mon développement personnel m'a permis de contenir peut-être le problème, mais peut-être que j'étais pas prête, j'avais besoin de libérer les couches, et plus on va en profondeur, plus on va toucher à des couches enfouies en fait. Hein. Vous savez, c'est comme quand on ouvre la boîte de Pandore. Eh bien, il y a plein de choses qui peuvent nous remonter à la figure. Alors au début, ça peut être léger, et puis en plus, on va toujours plus profondément dans des choses plus enfouies. Et plus on va vers le cœur du problème, vers le nœud, et plus ça peut être difficile et lourd, et donc violent. Mais attention, ça peut être temporaire, et c'est vraiment, ça demande courage, persévérance, mais ça vaut la peine de rester centré sur l'objectif. L'objectif étant une forme de guérison, vouloir guérir sans vouloir guérir en fait. J'y reviendrai. Donc, comment savoir quand on est guéri? Hein, ça c'est aussi la question. Est-ce que je suis en rémission, je suis guérie, c'est quoi ce bazar? Eh bien moi je vous dirais qu'on le sent. On le sait puisque tout ça est un processus intérieur, puisque la guérison est avant tout un processus intérieur. Alors il y a bien sûr le fait que concrètement on peut ne plus avoir de symptômes physiques, que concrètement, j'ai des femmes qui me reviennent aux séances qui me disent écoute moi on ne voit plus rien à l'IRM, j'avais une endométriose profonde, j'ai plus rien. Donc bon, voilà, mais après on sait que de toute façon les examens médicaux actuels ne permettent peut-être pas de tout voir, donc j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est une sensation intérieure, et je pense que Julie sera assez d'accord avec moi, et peut-être d'autres parmi vous qui se sentent dans ce processus de guérison. On sent qu'on est, en tout cas dans un processus de guérison, et qu'on est sur la bonne voie, voire qu'on est guéri. Alors parfois, il y a des rechutes. Oui, ça arrive, certaines désespèrent. Alors pourquoi il y a des rechutes? Bon, moi, je vais vous donner ma vision des choses. À nouveau, c'est pas, je ne détiens pas la vérité absolue, mais alors il y a des femmes, donc je parle d'endométriose plus précisément, mais ça pourrait à nouveau parler pour d'autres maladies. Il y a des femmes qui ont mis en place ce que j'appelle moi les mesures de surface, qui pendant un certain temps ont suffi à contenir la maladie. Mesures de surface, je parlais de l'alimentation, une meilleure mode de vie, etc. Ce qui est évidemment très propice, je vous encourage vraiment à mettre ça en place, mais parfois ce sont des mesures de surface, faire un peu de yoga, un peu d'acupuncture, mais voilà, on reste quand même dans sa vie, on change rien, voilà. Ça peut suffire pour certaines, si la maladie n'est pas trop profonde, si les messages que l'on doit comprendre ne sont pas trop profonds, ça peut suffire, en tout cas pendant un certain temps. Mais parfois, notre âme crie et a envie de beaucoup plus. Donc, elle nous demande plus de courage, elle veut nous confronter et nous faire sortir de notre zone de confort. Et puis sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Sortir de sa zone de confort, ça peut vouloir dire plein de choses selon les modes de vie. Mais sortir sa zone de confort, moi j'ai dû vraiment sortir totalement, mais c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut vouloir dire quitter son job, un job payé, vraiment sans compromis, se trouver dans l'insécurité, quitter peut-être un partenaire de vie, quitter un endroit. Il y a des femmes qui me disent mais moi je sens que je dois partir à l'autre bout du monde. Et en plus l'endométriose est très liée à la question du foyer, du lieu de vie. Donc c'est déterminant de se sentir bien à la maison. Et on sait très bien, elles et moi, qu'elles seront vraiment guéries le jour où elles vivront là où elles se sentent à la maison. Mais parfois, c'est pas possible immédiatement. Donc voilà, et quitter sa zone de confort, c'est aussi quitter toutes ces croyances. Des croyances qui parfois nous sont bien confortables. Une croyance, par exemple, c'est que voilà, j'ai vraiment envie d'enfant. Et j'en ai très 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 envie. Alors qu'en fait, c'est papa, maman qui veulent des enfants pour moi, ou une copine de la culture. Et ça peut être très inconscient. C'est juste un exemple. Guérir, c'est vraiment vouloir accepter de sortir du rôle de victime, accepter de ne plus s'identifier à la maladie.
Et ça, c'est pas si évident, parce que en fait, même si cette maladie est très très lourde, eh bien, elle nous donne une forme d'identité parfois. Par exemple, les groupes d'entraide peuvent donner cette impression que j'ai une identité. Alors, ça peut être bénéfique, hein, bien sûr, le partage avec d'autres femmes, mais attention au danger. Est-ce que je m'identifie à celle qui est toujours malade et donc qui ne peut pas avancer dans sa vie, qui a le droit de se plaindre, etc. Ça peut me donner une raison de vivre, la maladie. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut me donner une raison de vivre, une raison de me plaindre. Donc accepter de guérir, c'est vraiment un acte courageux. Ça suppose d'accepter de perdre tous ses repères. Parfois, c'est vraiment pour moi, dans mon processus, dans ce que ça a été, c'était une mue. Vous savez, comme le serpent qui enlève une peau, et mais totalement, hein, totalement. Et je ne suis plus du tout la même femme que j'étais. Et ça suppose des pertes, et ça fait peur. J'ai perdu des amis, hein, j'ai perdu des amis que je pensais être des amis précieux par exemple. Mais tant que j'étais victime, tant que j'avais des sauveurs autour de moi qui pouvaient en tout cas essayer de me sauver, eh bien tout allait bien. Le jour où je suis sortie de là et j'ai pris ma vie en main, eh bien il y a eu des équilibres, j'ai perdu. J'ai perdu beaucoup de personnes au travers de ma guérison, mais j'en ai gagné d'autres. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Vous gagnez beaucoup. Et puis, je parlais des rechutes. Il y a un autre cas de figure que j'ai observé, qui est aussi important. Il y a beaucoup de femmes très puissantes qui souffrent d'endométriose. Il y a beaucoup de femmes qui ont une énergie de guérisseuse, de prêtresse, qui s'ignorent, hein. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça. Ça fait partie de mon chemin de guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à accompagner d'une manière ou d'une autre d'autres personnes. Et quand on a cette énergie de guérisseur, nos vies ne sont pas forcément évidentes. On doit vivre des initiations profondes dans notre chair. Ça nous fait aller au fond du trou, ça nous fait connaître la solitude de la maladie, la grosse souffrance, l'absence de jugement. Ça nous fait apprendre à être plus dans un vrai accompagnement des autres. Parce que quand on reste dans la théorie, eh bien, c'est pas juste. Donc ça, c'est précieux comme enseignement, mais c'est parfois difficile. Vous savez, il y a beaucoup de guérisseurs qui frôlent la mort plusieurs fois dans leur vie. Il y a d'ailleurs des maîtres spirituels qui vivent toute leur vie, hein, avec des problèmes de santé. Je pense à Krishnamurti qui a vécu avec des douleurs à la tête atroces chaque jour. Et puis j'irai même plus loin, vous connaissez sans doute peut-être plus dans le développement personnel, quelqu'un comme Guy Corneau ou Christiane Singer, des personnes brillantes, éveillées, qui étaient formidables et qui sont mortes d'une maladie, d'un cancer pour Christiane Singer, d'une maladie auto-immune pour Guy Corneau, qui s'est dit guéri d'un cancer. Donc là, je vais aller encore plus loin et je vous dirais même que pour moi, la mort, alors je ne parle pas de l'endométriose qui a priori n'amène pas à la mort peut faire partie aussi du chemin de guérison. Donc, c'est vraiment ce regard d'aigle que je pose sur ça. Pour moi, c'est un processus et cette vision occidentale qui vise l'efficacité, qui vise le zéro symptôme, qui vise ça, c'est une vision parfois trop masculine à nouveau, trop branchée, orientée résultat, qui me dérange et qui me dérange surtout dans une maladie du féminin. Et ce que je vous dis, j'ai dû l'apprendre pour moi et je continue de l'apprendre, hein. Je ne vous fais pas une leçon parce que c'est une leçon que je dois apprendre moi aussi. C'est que le féminin demande une autre approche des choses et être dans la présence, être dans l'accueil. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a encore même quelque chose d'important au niveau de la terminologie que je voulais vous partager, c'était la notion de terrain. Alors le terrain, c'est souvent utilisé en médecine, hein, en allergologie, on dit ils ont un terrain atopique quand il y a de la famille qui a des allergies et tout. Alors il y a effectivement un terrain. On a un terrain, quand on souffre d'une maladie auto-immune, inflammatoire, un terrain inflammatoire. Ça, on ne peut pas le nier. Et moi, j'en suis totalement consciente que j'ai toujours un terrain inflammatoire. Notre ventre, à nous concerner,
Eh bien, c'est un peu notre baromètre. C'est notre talon d'Achille, on dira. Donc, évidemment que quand on a subi peut-être des opérations, qu'on a des adhérences, etc., eh bien, il y a des fragilités. Il y a des fragilités. Vous savez, il y a les personnes qui souffrent de problèmes de dos et qui vous diront ben, j'ai mal au dos quand il pleut. Hein. Par exemple, eh bien, voilà, elles ont une fragilité, un terrain dont il faut prendre soin. Hein. Moi, j'ai toujours senti que mon ventre, c'était un peu comme mon baromètre et qu'en fait, il m'indiquait ce qui se passait dans ma vie. D'ailleurs, quand j'ai un problème, comme en ce moment je suis un peu grippée, ça commence toujours dans le ventre. C'est très bizarre, hein, j'ai des démangeaisons vaginales, j'ai des douleurs au ventre. Donc ça commence au ventre. Donc mon ventre est mon indicateur. Alors ça, c'est aussi quelque chose de positif. Mais évidemment, c'est fragilisant. Alors, le terrain, on peut évidemment le renforcer par toutes les mesures qui sont préconisées, comme l'alimentation, de quoi est-ce que je me nourris. Moi, j'ai jamais, je ne suis pas le bon exemple, moi, j'ai jamais fait de régime strict parce que je pars du principe que c'est par amour pour moi et non pas par peur de la maladie que je vais me nourrir autrement. J'ai appris à me nourrir autrement, par amour pour moi, ce qui ne veut pas dire que je ne mange pas du tout de gluten. Je mange un peu de gluten, je mange un peu de viande, je mange parfois un peu trop de sucre, je l'avoue. Je suis friande de desserts et de ça. Donc j'essaye de me limiter parce que c'est aussi important pour l'ensemble de ma vie. Mais en fait, la rigidité, je pense, n'est pas de mise quand on se nourrit, mais la question quand même de quoi est-ce que je me nourris pour que mon terrain soit aussi sain que possible est importante. Alors il y a la nourriture, de quoi est-ce que je me nourris. Mais il y a aussi la nourriture émotionnelle, c'est-à-dire de quelles émotions je me nourris. Comment je gère mes émotions au quotidien. Parce que c'est pas parce qu'éventuellement je n'ai plus de symptômes que je n'aurai plus d'émotions, que je n'aurai plus de défis dans ma vie. Hein. Donc qu'est-ce que je fais avec ces émotions? Et puis il y a toute l'hygiène relationnelle. De quel type de relation est-ce que je me nourris? Et ça, c'est tout un sujet, hein, parce que parfois, on accepte des relations dans notre entourage familial, amical, qui sont toxiques pour nous, qui ne sont pas nourrissantes, qui ne sont pas soutenantes. Et, euh, et finalement, c'est des fois ça, le chemin thérapeutique, c'est d'apprendre à mettre des limites, d'apprendre à mieux définir ses besoins et à dire stop. Et dire stop, mettre des limites, c'est pas être agressive envers les autres, c'est mettre des limites dans la douceur pour se protéger et pour son bien, pour sa santé générale, pas uniquement pour son corps. Hein. Et puis après, il y a toute cette énergie créative, créatrice. Qu'est-ce que je crée au travers de mes pensées et de mes croyances? De quel type de pensée je me nourris? Donc prendre des mesures propices à la santé, évidemment que c'est favorable au niveau physique, émotionnel, etc. Mais c'est surtout pour moi apporter de la joie, apporter de la vie, comme je vous ai dit, cette énergie de vie qui a besoin de revenir en vous, en nous. Et une des façons de faire revenir cela est à mon sens de rechercher la sororité, ce lien de bienveillance, ce lien d'amour entre les femmes que je perçois dans nos cercles, dans nos ateliers, quand on vibre ensemble. Nos utérus vibrent ensemble, on guérit nos histoires, parfois même sans en parler. Hein, on guérit en créant, on guérit en dansant, on guérit en se massant, etc. Donc ça, c'est une façon aussi d'amener un terrain favorable pour calmer les choses. Et puis, il y a un élément central, c'est notre contribution au monde. Et je me suis posé souvent la question suivante quand j'étais malade, et je vous invite à vous la poser maintenant. C'est qu'est-ce que la vie veut exprimer à travers moi? Pour moi, ça c'est une question fondamentale que tout le monde devrait se poser. Je la répète, qu'est-ce que la vie veut exprimer à travers moi? Et si vous vous la posez régulièrement, vous verrez comment votre vie change. Et ça, c'est vraiment au-delà de l'ego. Qu'est-ce que je suis venue exprimer dans ma spécificité? Et on est tous interdépendants, on est tous reliés, mais on a tous une spécificité. Et ce que j'ai envie d'exprimer, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. On s'imagine toujours le truc super grand et tout. Et
ça peut être des petites choses. On a tous notre spécificité et il y a plein de gens qui sont dans l'ombre sur cette terre, mais qui font des choses magnifiques et qui contribuent à la terre, à la planète, aux humains, aux animaux. Et quand je suis dans cette énergie, je suis dans une énergie de vie. Je nourris la vie, donc je nourris le féminin. Et donc, mon terrain va être plus propice pour être calme. Parce que, en fait, il y a toujours, potentiellement, à mon sens, un risque sinon que ça se réveille. Moi, j'ai toujours vu la maladie un peu comme une momie, euh, plutôt comme un glacier. Vous imaginez, il y a une ère de glace qui arrive, et puis c'est comme s'il y avait des couches de glace qui avaient commencé de recouvrir ce volcan ou cet incendie. Et voilà, et s'il y a des archéologues qui viennent, qui dépouillent mon ventre à un moment donné, ben, ils vont peut-être constater que oui, il y a des traces de cette maladie. Ça, il ne faut pas les nier, il y a des traces. Mais c'est comme si c'était enfoui sous des couches de glace, parce que les messages ont été entendus, le terrain a été adouci, et donc il y a de la glace. Mais si d'aventure je déviais de ma voie, si d'aventure je retombais dans mes travers anciens, c'est possible que je reçoive à nouveau des messages à partir de mon baromètre qu'est le ventre. Je ne l'exclus pas, mais ce sera plus à partir de la même position qu'au départ, ça je le sais. Donc ça c'est vraiment une croyance bien ancrée en moi. Alors je parle beaucoup et puis je ne regarde pas si vous avez des questions tout à coup. Ah, merci, je suis contente que ça vous parle. Alors évidemment, hein, mon discours, coucou Camilla, Chloé, oui, oui, ben oui, voilà, Laure, ton maître de méditation souffrait de grosses migraines, oui, c'est, voilà, exactement. Donc, oui, ben merci pour vos commentaires, accueillir, oui, oui, Julie, accueillir et avancer, bien sûr, accueillir et avancer. Peut-être que je ne l'ai pas suffisamment relevé. L'accueillir, la maladie, c'est accueillir, bien entendu, dans un premier temps. Bien entendu qu'après, il s'agit d'avancer. Hein. C'est pas rester là-dedans et puis se complaire là-dedans. Mais tout est fait de nuances. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'exprimer par les mots des généralités, puisqu'on a toutes un chemin différent et puis un rythme différent. Et on part toutes d'un background différent, en fait. Donc il faut prendre les choses là où on en est, avec une bienveillance qui est importante. Alors, il y a des femmes qui me disent ouais, mais bon, les symptômes, peut-être que j'en aurai toute ma vie. Alors moi, je vous dirais que peut-être, peut-être. Je peux pas exclure tout cela. Moi, je vous dis, je suis très, je sais pas. Moi, j'ai pas la baguette magique. Même si je reçois beaucoup de messages et je capte pas mal de choses, je n'ai pas la science infuse. Oui, il y a des femmes qui auront des symptômes probablement toute leur vie, en tout cas un bout de chemin. Alors, bon, moi j'ai des hypothèses. Pourquoi parfois on reste avec des symptômes. Alors, bon, il y a les femmes qui ont subi des opérations lourdes, qui ont par exemple endommagé les nerfs ou qui ont vraiment eu des atteintes lourdes sur des organes, et peut-être que là, c'est la gestion de la douleur qui va être importante. Même si un travail en profondeur va évidemment évacuer des choses, mais peut-être que quelque chose ne pourra pas être régénéré dans cette vie. C'est possible. Et il y a aussi des femmes qui ont laissé traîner les choses très longtemps. Moi, j'en ai fait partie, hein. Mais elles arrivent à moi dans un état tellement pitoyable que ça fait 15 ans qu'elles ont un organe qui est touché à fond et elles n'ont pas travaillé là-dessus. Et bien pour aller déloger ces foyers-là, ça peut demander beaucoup de persévérance, beaucoup de courage et beaucoup de temps. Et c'est pas forcément évident toujours pour toute personne. Donc oui, parfois il y aura des symptômes encore. Je ne peux pas l'exclure pour ces personnes-là. Et puis il y a aussi une vision plus spirituelle que je porte sur le sujet, c'est que on a toutes quelque chose de différent à expérimenter au travers de la maladie. Et je ne sais pas quel est votre chemin d'âme, je ne sais pas quel est le rôle que joue la maladie dans votre scénario de vie dans cette incarnation.
Et peut-être que certaines personnes doivent être accompagnées tout au long de leur vie d'une maladie, de cette maladie, pour apprendre des choses. C'est possible. Je ne peux pas l'exclure, même si, à mon sens, on a un libre arbitre qui permet de tout changer à tout instant, mais peut-être. Et parfois, ça j'en viens au cas un peu plus délicat, parfois une élévation de conscience n'est pas possible. Parce que la femme n'est pas prête, parce que c'est pas évident. Ou, alors là j'arrive dans le politiquement non correct, ouvrez bien vos oreilles, je vais me faire huer. Non, parce que je sais que vous êtes ouverte à ça, mais parfois il y aura des symptômes qui vont continuer parce qu'il y a trop de bénéfices secondaires à la maladie. Alors, attention, hein, c'est très subtil tout ça, l'histoire des bénéfices secondaires. Et à nouveau, j'en parle avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, parce que je sais totalement de quoi je parle par rapport aux bénéfices secondaires, et je vous expliquerai comment moi j'ai utilisé la maladie. C'est parfois tellement inconscient, et même des femmes qui ont bien travaillé sur elles. Moi j'accompagne des femmes, la plupart des femmes qui viennent à moi, elles sont extrêmement conscientes sur un chemin spirituel, donc elles ont beaucoup compris de choses. Et pourtant, quand je leur parle des bénéfices secondaires, il y a un truc qui est pas visible, quoi. Et quand on enlève le voile, parce que c'est vraiment ça, on enlève le voile, il y a waouh, ah ouais quand même. Et il n'y a pas à juger cette partie de nous qui a cherché des bénéfices. Il faut en prendre soin, tout simplement, parce que c'est une partie qui est en souffrance et qui a des demandes. Alors, je vais vous donner quelques exemples de bénéfices secondaires que j'ai dénichés dans le cas de l'endométriose. Je peux vouloir rester malade, avoir des symptômes pour attirer de l'attention, pour essayer d'attirer de l'attention. Ça ne veut pas dire que j'y arrive. Hein. Attention que je n'ai pas eu quand j'étais petite fille, pour plein de raisons différentes. En tout cas que je considère n'avoir pas reçu, par exemple. Ou dans le même registre, ce qui est important pour l'endométriose, j'ai envie de rester petite fille et que mes parents prennent soin de moi. Alors mes parents, c'est plus forcément mes parents biologiques, ça va être les médecins, ça va être les amis, ça va être les compagnes d'infortune, parce qu'il y a cette thématique de la petite fille dont on n'a pas pris suffisamment soin et qui a des carences souvent dans le cas de l'endométriose qui intervient. Donc il n'y a pas à juger, mais il y a juste à prendre en compte cette partie-là. Et puis il y en a qui me disent, je me sens coupable, j'y arrive pas, non, j'y arriverai jamais. Et il y a un bénéfice secondaire à chercher là derrière. Et oui, ça c'est de l'automanipulation. C'est un moyen de rester victime et parfois de manipuler le thérapeute ou ses amis, parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, ouais vraiment t'es une pauvre, ouais non mais tu vas y arriver, tu vas voir c'est possible. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire avec ces personnes-là. Si vous en avez autour de vous, parce qu'on les conforte dans leur façon de fonctionner. Non, il faut confronter. Il faut confronter. Alors, on a besoin, bien sûr, parfois d'être rassuré, cajolé, bien sûr, mais cette partie victime retire parfois, justement, trop de bénéfices à être cajolé, à être rassuré. Et puis, un bénéfice secondaire, c'est de pouvoir continuer d'accuser tout le monde de ces problèmes. Hein, que ce soit les médecins, les hommes qui ne comprennent rien, le monde médical, enfin, que sais-je, quoi. Ma vie est pourrie à cause de la maladie, donc voilà, bon, bah, je reste dans mon caca, excusez-moi du terme, et puis c'est à cause de la maladie. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y aurait, je peux vous citer d'autres. Ben en fait, un bénéfice secondaire, c'est de ne pas créer la vie qu'on a envie de créer, pas s'épanouir. Alors vous me direz, mais c'est bizarre, tout le monde a envie de s'épanouir, ah bon. S'épanouir, ça peut comporter des risques, de gros risques. Ça peut vouloir dire quitter son confort actuel, quitter sa zone de confort, qui est peut-être difficile à vivre, mais qui est confortable, parce que c'est ce que je connais. Et parfois, pour aller vers le bonheur, il y a un passage à vide. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup nettoyer, comme je vous ai dit, on peut perdre des choses, mais pour en gagner d'autres. Mais il y a quand même ce passage à vivre, et il n'est pas toujours facile. Donc il faut accepter de perdre certaines choses et des repères connus. Et ça, c'est pas évident. Alors moi, je connais tout ce que je vous ai décrit comme bénéfices secondaires. Donc je suis dans une compassion la plus totale pour celles à qui ça parle, finalement. Moi, petite fille, je vous explique des choses à mon sujet, peut-être pour que ça résonne en vous, pour que ça vous donne des pistes.
Quand j'étais petite, en fait, j'utilisais des symptômes, j'avais mal au ventre, j'avais mal par-ci par-là, pour fuir les situations qui me dérangeaient. C'est-à-dire que si j'avais pas envie d'aller à l'école ou à aller à un certain endroit, je m'inventais, ou des maladies, enfin je m'inventais, non, j'avais vraiment des symptômes du coup. Et j'ai mis une stratégie en place super efficace, hein, vraiment, mon corps a bien compris comment il fallait jouer le jeu. Tellement bien qu'arrivé à l'âge de jeune adulte, eh bien, pour éviter certaines choses avec les hommes, des relations sexuelles ou certaines choses, j'ai commencé à développer des problèmes gynécologiques, vous savez, des mycoses, des trucs comme ça. Et en fait, mon inconscient a développé cette stratégie super sophistiquée. Ce qui fait que l'endométriose, cette bombe qui a explosé dans ma vie quand vraiment j'avais besoin d'être secouée, en fait, elle a été assez idéale. Parce que l'endométriose, pour moi, qui était vraiment tellement handicapante au quotidien, elle m'empêchait d'aller vers ma réalisation. Donc il y a une flamme de vie qui me disait va vers ta réalisation, vas-y. Et ça, c'était aussi une part de symptômes. Puis il y avait un conflit interne avec une autre partie qui me disait non, je suis trop épuisée, vraiment, non, je vais trop mal, là, c'est pas possible. Et vous connaissez hein, cet épuisement quand vous avez envie que d'une chose, rester sur votre canapé et être une flaque, juste une flaque. Et là, comment voulez-vous créer la vie que vous avez envie de créer? C'est pas possible. Donc, idéal, excuse idéale. Pour moi, ça a été le refus d'accepter ma mission de vie, accepter ce que je fais aujourd'hui. Hein. C'est pas été évident. C'est une zone de grand inconfort. Ce que je fais ce soir avec vous, c'est aussi une zone de grand inconfort pour moi, contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire, de me dévoiler. Là maintenant, j'ai l'appel d'un livre que je dois écrire. Et pour moi, ça vient toucher des zones difficiles. Hein. Cette peur de me dévoiler, parce que quand on est dans un métier d'accompagnement, comme je le fais aujourd'hui, on y met tout son être. C'est pas comme quand on est salarié et puis qu'on fait juste ce qu'on nous demande de faire. Moi, je mets tout mon âme, tout mon être, qui je suis, quand je mets mon rôle, ma casquette de thérapeute, de guide, peu importe. Donc je prends des risques, là je prends des risques que vous m'aimiez pas, enfin ce genre de choses, je m'en suis détachée de plus en plus, mais enfin vous voyez, je peux être critiquée, etc. On prend des risques quand on va vers sa mission, quand on exprime qui l'on est. Et moi je sais que la maladie m'a évité longtemps d'aller sur ce chemin. Donc vous voyez, on est vraiment... Nous les humains, on est complexe, on n'est pas un bloc monolithique, on est fait de plein de parties. Et souvent, ces parties sont en conflit interne. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, souvent, à un moment donné, je fais parler ces parties sous hypnose, ces parties des femmes qui génèrent les symptômes. Hein, je les mets autour d'un feu et on va discuter, on va voir pourquoi. Et souvent, il y a des peurs, il y a des grosses peurs qui sont liées à des histoires à nouveau. Moi, j'ai trouvé des histoires autour de ma naissance, autour de vie karmique. Donc, ce sont des parties qu'il faut prendre dans les bras et puis leur dire hey, ça suffit, hein. Maintenant je veux aller vers mon épanouissement, c'est moi qui le décide. Vous voyez, c'est vraiment subtil. Donc je ne sais pas si ça vous parle, attendez, je vais regarder un petit peu les commentaires. Ah mince, des connexions internet qui ne fonctionnent pas. Coucou. Ah, coucou Véro. Chloé. Alors, je vais répondre à quelques questions. Le meilleur exercice de reconnexion au corps. Alors, tu vois, Laure, à nouveau, là, tu me poses une question qui est quelle est la baguette magique que tu peux me donner pour me reconnecter au corps? Le meilleur outil pour toi, ce ne sera pas le meilleur outil pour moi. Je t'en ai donné déjà l'un ou l'autre dans des échanges qu'on a eus, toi et moi. Il y en a plein. Pour moi, en fait, ça dépend en fait de votre blessure, ça dépend de là où vous en êtes avec votre corps, ça dépend des blessures qui vous parlent. Et selon ce qui vous parle, ça va être différents outils. C'est pour ça que moi je les adapte en fonction de la personne et en fonction de là où elle en est et des résistances qui se manifestent. Pour moi, ça a été un long chemin
de reconnexion à mon corps. Et quand je parle du corps, je ne parle pas que du ventre. Parce que souvent, les femmes ne parlent que de leur ventre. Quand je leur demande comment elles se sentent dans leur corps. Mais notre corps de femme, c'est pas uniquement un ventre. Hein. C'est pas uniquement juste en plus un ventre qui va enfanter, hein, enfin enfanter un bébé. C'est tout le corps. Comment je me sens vivre, vibrer, comment je me sens vivante dans l'ensemble de mon corps de femme. Et c'est ça le chemin. Et bien sûr que le ventre en fait partie. Alors, il y a évidemment la méditation, le yoga, tout ça c'est bien. Mais moi, je vous invite à aller dans des choses beaucoup plus corporelles. Alors bon, moi j'ai suivi la voie du tantra. Hein. C'est une voie qui m'est chère et qui passe par le corps, du psychocorporel. C'est vraiment d'entrer dans la dimension corporelle. Il y a la respiration, mais il y a vraiment le toucher. Apprendre à se toucher, apprendre à la nudité, apprendre à se connecter à tous ses organes, le regarder dans le miroir. Il y a plein de façons de vivre ça. Et après, c'est l'intention qu'on y pose. C'est pas juste un petit geste, une petite caresse peut déjà être un grand pas dans ce chemin de reconnexion. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes. Mais moi, j'ai vraiment eu un grand travail à faire par rapport à ce corps et j'y chemine toujours. Et c'est des petits gestes au quotidien, je trouve que souvent sont les plus porteurs. Les caresses, le dialogue avec le corps, tout ce que j'enseigne, ça c'est propice. Et puis évidemment après dans la relation de couple aussi, hein, il y a tout un travail de reconnexion au corps qui est important. Chloé me demande à quel âge j'ai commencé mon éveil spirituel. Ben, assez tard, Chloé. Moi, je ne suis pas une précoce. Hein. Là, j'ai 42 ans et en fait, je me suis mise en chemin. J'avais un grand chemin de souffrance déjà depuis tout le temps. Je crois que j'ai tout le temps souffert dans mon âme. Mais j'ai commencé d'aller très mal à la fin de mes études universitaires, quand j'ai commencé de travailler, puis que je sentais que je n'étais pas sur ma voie. L'âge de 25 ans et je me suis mise plutôt dans des démarches thérapeutiques au départ, psychothérapie, puis ensuite d'autres choses, constellation familiale et des choses plus ésotériques on dira. Et c'est là que vers 28 ans on dira que réellement mon chemin d'éveil ou mon chemin spirituel s'est approfondi. Donc puis je continue, hein, je pense qu'un chemin spirituel ne s'arrête jamais et je continue moi-même d'apprendre plein de choses par rapport à la maladie. Hein, par rapport à mon corps aussi, alors tu demandes quel meilleur exercice de reconnexion au corps. Je continue de découvrir mon corps. Je n'arrête pas. Pour moi, c'est pour ça que je parle de processus et de chemin, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'immédiat, vous voyez. C'est vraiment un chemin vers soi. Je vous parle de renaissance et de transformation. Parce que justement, qu'est-ce que j'ai fait moi pour guérir, en tout cas dans ma vision, vous voyez maintenant un peu plus clairement ce que j'entends par guérir, c'est d'abord, j'ai accepté de voir la faille, la blessure, et j'ai arrêté surtout de lutter pour vouloir la transformer au départ. Ce qui ne veut pas dire que j'ai rien fait, j'ai mis en place plein de choses, je peux vous dire que j'ai fait tout ce qu'on pouvait, j'ai avalé tous les breuvages possibles, et c'est bien de tout faire pour aller mieux. Mais j'ai accepté de traverser, vraiment. Le désespoir, l'impuissance, tout ça, je les ai vécus entièrement. Et personnellement, alors ça c'est évidemment ma vision des choses, j'ai commencé de guérir, mais vraiment guérir, hein, lorsque j'ai arrêté de vouloir guérir. Ça c'est le grand paradoxe qui se comprend pas avec la tête, qui se comprend avec le cœur et les cellules. Je me suis dit, le plus important dans tout ça, c'est que tu retrouves ton chemin. Moi, je parle des rails de mon âme, comme si c'était un train. Je me sentais totalement à côté avant des rails de mon âme. Et le plus important, c'est de me recontacter mon essence, redécouvrir qui je suis, mon être profond. Et c'est là que la guérison s'est enclenchée, que le corps a suivi, en fait, que le corps m'a souri. Et c'est en fait une histoire de défocalisation, hein, au niveau thérapeutique, ça s'explique totalement. En fait, j'ai arrêté de me focaliser sur il faut que je fasse disparaître ces symptômes. Hein. Et puis, donc j'ai soutenu le processus de guérison. Donc, en fait, c'est faire de l'espace en soi. Vous voyez, les bouddhistes, ils ouvrent la main comme ça. Je me suis dit, je vais ouvrir la main au lieu de la contracter. Essayez de contracter la main et de voir ce qui se passe dans le corps ou de l'ouvrir. Quand j'ouvre la main, je donne de la place à autre chose, je fais de la place.
Je fais de la place à mon expression de vie au-delà de la maladie, au-delà de la maladie. Et puis donc, j'ai fait plein de choses, l'acupuncture et tous ces trucs-là, enfin voilà, toutes ces thérapies alternatives très précieuses, mais je les ai fait à partir d'un positionnement différent. J'ai tout fait pour comprendre la maladie, pour améliorer mon état de santé, puis j'ai lâché. Donc je me suis vraiment dit que ma priorité, c'était vraiment d'être plus vivante et vibrante. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions qui me soient proposées. Et puis j'ai aussi accepté en fait que la souffrance faisait partie du chemin, en tout cas temporairement. C'est un des premiers préceptes bouddhistes, des 4 préceptes bouddhistes. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'adhère totalement à ça. La souffrance fait partie d'une vie humaine. La question, c'est comment je la vis et comment j'accepte les défis de la vie sans en faire des obstacles. C'est ça. Et j'ai accepté qu'il n'y avait pas une recette magique, la recette magique, le thérapeute, qu'il y avait des histoires de timing, de synchronicité. Parfois j'étais prête, parfois je n'étais pas prête. Et en fait, j'ai décidé, à un moment donné, mais c'est vraiment une décision, d'utiliser la maladie pour en faire un outil de croissance. C'est-à-dire pour aller vers moi-même. Et vous voyez comme je vous ai écrit moi-même, soi-même, pour aller vers l'amour de moi. Parce qu'en fait, je n'aimais pas ce corps, justement. J'aimais pas qui j'étais. En fait, je savais pas qui j'étais. Donc j'ai décidé que c'était un outil. C'est ce que je dis, il y aura certaines, elles vont se reconnaître, certaines qui vont travailler, qui travaillent avec moi. C'est ça, utilise cette maladie. Une maladie qui nous fait nous sentir impuissantes. Eh bien, si l'impuissance changeait de camp? Et si l'impuissance changeait de camp? Les symptômes, si je décide qu'ils n'ont plus la puissance que je leur donnais, et que la puissance elle est de l'autre camp, eh bien ils vont devenir peu à peu impuissants. Et là, il y a un retournement de situation. Donc c'est vraiment cette quête de sens, d'amour pour soi, de cette maman pour soi, qui prend plein de facettes, plein de dimensions selon votre histoire, qui va changer les choses. Donc, guérir, c'est accepter de se faire transformer par la maladie, quelle que soit l'issue, qu'il y ait encore des symptômes, qu'il y ait un enfant ou pas, c'est accepter que le meilleur viendra pour moi. Accepter d'aller voir mes ombres, accepter de plonger là où j'ai pas envie de plonger. Accepter d'être courageuse, de revenir sur des choses qui ne me plaisent pas de moi. Tout ça, ça fait partie des bouleversements qui peuvent m'accompagner ce chemin de guérison. Donc, ce que j'observe vraiment chez les femmes que j'accompagne, si elles sont prêtes à vraiment faire ce chemin en profondeur, les symptômes, c'est ce que je constate, diminuent, voire disparaissent. Donc c'est une réalité, c'est un constat. L'endométriose profonde n'est parfois plus visible, comme je vous le disais, aux examens médicaux, etc. Donc c'est une réalité. Ce ne sont pas des fantaisies que je vous décris là. Donc attention à ce besoin de résultat, parce qu'on a chacune un rythme différent. Et moi, je crois profondément à la guérison, en tout cas telle qu'elle est. Je reviens à ma définition du départ, à une guérison intérieure qui va se manifester par possiblement une disparition des symptômes totale et définitive. Oui, c'est possible et j'y crois fortement. Mais pour guérir, il faut vraiment être prête à plonger dans des eaux troubles et des eaux très profondes. Et c'est une naissance, c'est une renaissance qui vous est demandée si vous voulez vraiment aller vers la guérison. Et peut-être qu'il y a des choses encore à transformer dans vos vies. Moi, je continue, je n'arrête jamais. C'est un chemin qui est continu, celui de la guérison au sens plus global du terme. C'est un chemin qui est très beau parce que finalement, c'est comme si on se dépouillait de choses qui ne nous appartiennent pas. Et on se libère, on s'allège, on devient toujours plus soi-même, on s'en fiche de la vie des autres. Et on va son chemin. Et puis voilà, la maladie, tout à coup, à un moment donné, c'est devenu une expérience de vie. Une expérience qui nous a permis de grandir. Et puis, comme d'autres personnes vont utiliser d'autres expériences dans la vie, d'autres défis pour grandir. Et puis c'est un élément parmi d'autres, un élément qui nous permet d'acquérir plus de sagesse, plus de compréhension pour les autres. Ni plus ni moins.
Voilà. Donc ça, c'est ma vision de la guérison, au-delà de cet aspect symptômes, pas symptômes. Donc vous voyez qu'il y a une grosse dimension intérieure, spirituelle dans ma vision de cette guérison qui a été la mienne et du chemin que je propose. Donc voilà, en gros, ma vision des choses. Donc vous voyez, je n'exclus pas hein, l'idée des rechutes, tout ça, c'est possible, tout comme c'est aussi possible de guérir totalement. Et il y a plein d'exemples de femmes autour de vous qui vous le prouveront. Donc je vais voir s'il y a d'autres questions. Ouais, Julie, qui dit, effectivement respirer dans le corps. Respirer, c'est la base évidemment. Apporter ce souffle de vie, justement, dont je parlais tout à l'heure, c'est la base. Mais on a souvent besoin de beaucoup plus, en fait, quand on souffre d'un féminin blessé dans sa chair. On a vraiment besoin de quelque chose de vraiment physique à un moment donné. C'est vraiment une réconciliation intime avec cette peau, avec ses organes. Et alors, moi, je veux vous dire hein, quelque chose d'assez intime, mais qui a été un moment de guérison profond. C'est lors d'un stage de tantra où on est allé entre femmes. On était entre femmes, on est allé guérir, faire parler nos yoni, nos sexes de femmes. Donc ça, c'est une pratique courante dans le tantra. Et on est allé nous-mêmes voir avec un spéculum notre grotte magique. Grotte qui, quand on souffre d'une maladie gynécologique, a été observée par je ne sais pas combien de gynécologues et qu'on ne connaît pas. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement guérisseur de reprendre le pouvoir à quelque part sur mon corps entre femmes. Par exemple, ça c'est une exploration très physique, très concrète, qui se fait bien sûr dans un environnement sécurisé, de confiance. Mais c'est une façon, par exemple, qui a été pour moi très propice à la guérison de ces blessures de mon âme aussi, hein, par rapport à ce corps que je sentais violé, parfois intimement dans sa chair, violé et maltraité. Donc c'est une façon de faire, et puis il y a le toucher, il y a le contact, et il y a tout le travail que l'on peut faire aussi avec les hommes, hein. C'est pour ça que moi j'accompagne aussi maintenant les hommes, les femmes et les hommes dans une dimension tantrique, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce travail entre frères et sœurs humains pour se reconnecter à des relations plus saines, dénuées justement de tout ce qui est relié à la saleté, autour du sang des lunes, autour du sperme, de se libérer de tout ce fatras qui nous a été transmis depuis tellement longtemps. Donc le sang des lunes, c'est quelque chose aussi de très concret pour se reconnecter à son corps, parce que ça coule chaque mois. Et en faire quelque chose, arroser ses plantes, mettre le sang dans la terre avec d'autres femmes, peindre avec son sang, etc. Tout ça, c'est une façon de se reconnecter très concrètement à son corps. Et il y en a plein d'autres. Donc voilà, coucou Jenny. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que il y aurait autre chose que vous... Peut-être que je n'ai pas tout vu, je suis désolée. Parfois je suis un peu... Ouais, la technique. Tac, tac, tac. Mais je fais au mieux avec les moyens du bord. De toute façon, il y aura un replay. Donc si vous n'avez pas tout vu, vous pourrez assister, regarder le replay. Je sais qu'il y a eu des petits problèmes techniques. L'image a été figée à un moment donné. J'en suis navrée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, problème de connexion j'imagine, pourtant j'ai une bonne connexion internet. Vous pourrez voir le replay et puis vous pouvez toujours prendre contact avec moi et évidemment on peut discuter de tout ça. Vos visions évidemment m'intéressent, hein, c'est comme ça qu'on grandit, c'est en se nourrissant les unes les autres, hein, avec nos expériences, avec notre sagesse, avec nos conseils parfois, même si moi je me méfie toujours un petit peu des conseils. Enfin, on peut s'encourager, se soutenir, mais chacune doit quand même trouver ses solutions et ça part parce que ça part de l'intérieur. Évidemment, c'est plus
difficile que d'avoir une recette clé en main, mais moi je ne crois pas à la recette clé en main. En tout cas pas pour des défis assez importants dans notre vie. Pour des petites choses, oui, mais pour des défis aussi importants qu'une maladie vraiment aussi handicapante, je pense qu'il nous est demandé autre chose. Et puis pour celles d'entre vous qui ont pris contact avec moi et dont j'ai pas vu, j'ai pas réussi à répondre aux mails, j'en suis navrée. Essayez de reprendre contact avec moi à nouveau parce que je sais pas ce que m'a fait Facebook. Il y a des messages qui ont été effacés. Je suis navrée, en général je suis fiable et puis je réponds aux messages, mais parfois voilà, c'est la technique qui m'embête un peu. Donc si vous avez envie, besoin d'un accompagnement, mais aussi simplement d'échanger, de dialoguer, toute source d'inspiration est toujours bonne à prendre, et bien vous pouvez bien sûr prendre contact avec moi, hein, que ce soit via Facebook, Voix de Femme, ou ma page personnelle, mon site Emmanuel au féminin, ou ma chaîne YouTube, peu importe. Voilà, je suis assez occupée, j'ai beaucoup de travail, mais j'ai toujours quand même des possibilités de voilà, j'ai quand même un petit peu de temps à autre pour répondre et puis voilà. Donc si je ne vois plus de questions, en tout cas, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion. Navré les filles. Je sais pas si au replay ce sera mieux, j'en doute, mais voilà. Voilà. Alors s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de réactions, c'est peut-être que vous êtes toutes fatiguées, que vous avez envie d'aller au lit. Moi aussi, parce que là, je sens la fièvre qui remonte, malgré l'antidouleur. Et voilà, j'espère que j'ai pu peut-être semer quelques graines ou vous apporter quelques éléments de réflexion. Je ne vous dis pas la vérité, mais peut-être des éléments de réflexion, en tout cas sur ma vision des choses. Et puis, je serais heureuse d'échanger avec vous, de partager sur tout ça, si vous en avez envie, d'une manière ou d'une autre. Et puis, sinon, je vous souhaite tout de bon, comme on dit en Suisse, et un beau processus de guérison sur tous les plans, que vos projets se réalisent. Et vraiment, si vous avez à cœur de vous dire, mais le plus important, c'est que je m'épanouisse, que je sois bien avec moi-même, que je devienne la femme merveilleuse que je peux être pour contribuer de la façon la plus belle, déjà à ma propre vie et au monde. Ça peut être juste mon entourage familial, mais au monde. Eh bien, je peux vous assurer que votre corps va répondre favorablement, parce que notre corps est notre ami, notre allié le plus précieux, du début de notre vie à la fin de notre vie. Ça, j'en suis absolument persuadée. Donc, je vous embrasse toutes. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, à bientôt, en chair et en os, pour celles que j'aurai l'occasion de rencontrer, ou par vidéo interposée ou message interposé. Alors, je vous dis bye bye les filles. À bientôt.